Division 3.1.2. L'objectif à la fin du cours, c'est d'être capable de savoir à quoi ressemble une démonstration, d'être capable de lire et de comprendre une démonstration, puis éventuellement, le but, ça va être d'être capable de produire une démonstration. Mais avant d'en arriver à une démonstration, on va voir quelques étapes du raisonnement déductif. Il y a un peu de mots de vocabulaire que vous avez déjà utilisé ou peut-être jamais utilisé dans votre vie, qui peut avoir la même signification que vous avez déjà vue ou peut-être tout simplement une nouvelle signification. On va juste donner quelques définitions. On va commencer par conjecture. Une conjecture, en science, vous voyez des conjectures. Avant de faire un laboratoire, vous avez toujours une hypothèse. Ça va tout le monde? C'est quelque chose qui semble vrai. Tu ne sais pas encore si c'est vrai, mais ça fait du sens. Donc, conjecture, ça semble vrai. Ça n'a pas encore été prouvé, mais ça fait du sens. C'est un peu comme une hypothèse en science. Ici, je fais vraiment un résumé très, très bref. Si vous voulez des définitions complètes, bien, vous pouvez tout simplement lire dans le volume ou aller sur Internet et demander c'est quoi une conjecture. Une conjecture, normalement, il faudrait être capable de donner quelques exemples. Tu ne peux pas dire, ah, telle affaire, ça a l'air d'être vrai. Ah oui, donne-moi un exemple. Tu fais comme, ben, si tu n'es pas capable de donner d'exemple, c'est que probablement que ça n'a pas l'air si vrai que ça. Par exemple, j'ai une conjecture. Les gens qui portent des lunettes ont des meilleurs résultats à l'école. Pourquoi ça pourrait être vrai? Ben, quand tu lis plus, ben, ça fait forcer un peu tes yeux, qui fait qu'il va falloir que tu portes éventuellement des lunettes pour voir de loin. Est-ce que ça va? Ça peut avoir du sens. Puis je regarde en classe. Ah, tu as des lunettes, cool. Je regarde ton bulletin. Ah, c'est cool, ça a de l'allure. Je regarde, tu as des lunettes, ah, cool, ça a de l'allure. Donc, je suis capable de donner quelques exemples. Ça fait du sens pour tout le monde? Est-ce que c'est toujours vrai? Ben, pas toujours. Tu as trouvé une personne qui a des lunettes puis qui n'a pas des bonnes moyennes, puis ça fait un contre-exemple. On va voir ça dans la prochaine partie. Ou une autre conjecture que je pourrais avoir, c'est les gens qui ont des noms de famille anglophones sont probablement meilleurs en anglais. Ça fait quand même du sens que si tes parents arrivent des États-Unis ou arrivent d'Angleterre et qu'ils ont un nom de famille anglophone, ben, il y a plus de chances que tu parles anglais. Est-ce que ça fait du sens? Moi, c'est pas anglophone. Moi, c'est vrai, c'est Colette, c'est pas super anglophone. J'ai un élève dans l'autre classe qui est nom de famille anglophone, puis il parle très, très bien en anglais. Donc, oui, ça fait du sens. Puis j'ai d'autres élèves à qui je pense, des joueurs de basket que j'ai coachés, qui sont des noms de famille anglophones, puis ses parents étaient anglophones uniquement. Fait que, je veux dire, ils parlaient très, très bien anglais. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Ben non, ça va dépendre c'est quand que ta famille s'est établie ici. Si tes parents sont arrivés d'Angleterre l'année passée, puis tu as grandi là-bas, ben tu vas parler anglais. Si par contre, tes parents sont arrivés d'Angleterre au 17e siècle, puis ils sont installés au Saguenay, à Chicoutimi, ou à Rimouski, ou à Guess, ben il y a des bonnes chances que ça fait 3-4 siècles que tu n'as pas parlé ni entendu parler anglais, fait que probablement que tu n'es pas très bon en anglais. Donc, c'est pas toujours vrai, ma conjecture, mais ça fait quand même du sens. Ça va? Une conjecture, il faut être capable de donner quelques exemples. Par exemple, conjecture mathématique. Un nombre pair, si je le mets au carré, ça va toujours donner un nombre pair. Est-ce que ça a l'air d'être vrai? Bon, on va essayer d'une couple de chiffres. Je ne sais pas, 4 au carré, ça fait 16, c'est pair. 10 au carré, ça fait 100, ça fait pair. On est capable de donner quelques exemples. Est-ce que c'est toujours vrai? Je pense que oui, mais ça reste une conjecture quand même. Tant que tu n'as pas démontré que c'est toujours vrai, ça reste une conjecture. Marie-Belle, s'il te plaît. Donc, une conjecture, il faut que ça ait l'air vrai, il faut que tu sois capable de donner quelques exemples. Donc, il faut pouvoir donner, je dirais, au moins 3 exemples. Marie-Belle? OK. Puis toi, tu me déranges en ce moment. Es-tu sérieuse, hein? Arrête de parler, s'il te plaît. Donc, il faut être capable de donner 3 exemples. Nous, dans un cours de mathématiques, donc les conjectures, évidemment, vont être mathématiques. Puis, il faut être capable de donner 3 exemples. Puis, ça va arriver au ministère qui a la question suivante, c'est établir une conjecture selon telle situation. Il va donner certaines contraintes. Il faut essayer de voir une conjecture, quelque chose qui a l'air d'être vrai pour la situation, puis qu'on peut donner quelques exemples. Puis, généralement, 3 exemples, c'est suffisant. Après une conjecture, bien, il va y avoir un contre-exemple.
Je ne sais pas comment dire contre-exemple d'une autre manière, là. C'est un exemple qui ne fonctionne pas. Donc, parfois, il va y avoir la question, il y a une personne qui a émis une conjecture. Est-ce que vous pouvez prouver cette conjecture, si c'est vrai, ou si c'est faux, donnez-moi un contre-exemple. Donc, dès qu'il y a un contre-exemple, ça veut dire que ça ne peut pas être un théorème. Par exemple, tantôt, l'histoire avec les lunettes, bien, je t'ai trouvé une personne qui n'est pas parmi les meilleurs de l'école, qui porte des lunettes, puis ça fait un contre-exemple. Puis c'est réglé. Une situation qui arrive dans certaines écoles qui sont plutôt démunies, on incite les élèves à arriver plutôt à l'école pour leur donner un déjeuner. Parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas manger, qui n'ont pas les ressources nécessaires. Dans ces écoles-là, juste donner un déjeuner, les jeunes, ils font « je reste couché chez nous à la place, j'aime mieux dormir ». Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire « on va te donner 5 $ en plus ». Fait que si tu cherches ton cabaret, je te donne de la bouffe, puis je te donne 5 $ en plus. L'idée semble bonne. Sauf que le problème, qu'est-ce qui arrive? C'est que le jeune prend le cabaret, il le met dans la poubelle, puis il demande un autre cabaret. Parce que lui, il veut les 5 $. Ça va? Donc, voici un contre-exemple de... Ça a l'air d'être une bonne idée pour la situation. Je vais leur donner 5 $ à chaque fois qu'ils vont déjeuner. Comme ça, ils vont se lever. Mais j'ai un contre-exemple de... Il y a un touriste, lui, qui va... Je vais prendre 1000 cabarets là, à tous les matins. Okay? Donc, ça, c'est un contre-exemple de l'idée que j'avais, la conjecture que j'avais, ou ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Conjecture mathématique, bien, ça va être la même chose, mais avec des nombres. Donc, par exemple, si je dis la moyenne de l'examen, c'est 70 %, puis l'écart moyen, je ne sais pas, c'est 10. Ça va? Bien, si j'ai quelqu'un qui augmente la moyenne, automatiquement, ça augmente l'écart moyen. Est-ce que ça fait du sens? Si il y a quelqu'un qui a 72, bien, OK, mettons quelqu'un qui a 100. Il augmente la moyenne. Puis est-ce qu'il augmente l'écart moyen aussi? Ben oui, il y a 30 au-dessus de la moyenne. Fait que ça fait du sens. On est capable de donner 2-3 exemples comme ça? Quelqu'un peut me trouver un contre-exemple? Je vais juste écrire ça pour que vous voyez ici. La moyenne, c'est 70. Puis l'écart moyen, c'est 10. Est-ce que quelqu'un qui augmente la moyenne augmente automatiquement l'écart moyen? C'était la conjecture. Quelqu'un 90, est-ce que ça fonctionne aussi? 90, il augmente la moyenne. Est-ce que ça augmente l'écart moyen? Oui, parce que lui, son écart, la moyenne, c'est 20. Fait que ça monte. Donc, vous êtes tous d'accord que c'est toujours vrai? Oui. C'est pas toujours vrai. Si la personne a 79, est-ce qu'il augmente la moyenne? Ben oui, la moyenne est 70. Est-ce que ça va? Il y a 9 de plus, fait qu'il va augmenter la moyenne. Mais est-ce qu'il va monter ou descendre l'écart moyen? Il va faire descendre parce qu'il y a juste 9 au-dessus. Est-ce que c'est ça pour tout le monde? Autre conjecture. Quelqu'un pourrait dire que c'est impossible de diminuer l'écart moyen en étant en bas de la moyenne. Une conjecture, c'est impossible de faire diminuer la moyenne en faisant diminuer l'écart moyen. Oui? Oui. Si la personne a entre 60 et 69,9 ou 70 exclus ou 69 tout court, il va faire diminuer la moyenne, mais il va faire diminuer également l'écart moyen. Est-ce que c'est possible de diminuer la moyenne puis augmenter l'écart moyen? Donnez-moi une note, un exemple. 0. 0, il diminue la moyenne, puis il augmente l'écart moyen parce qu'il est à 70, la moyenne. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est le type de questions qu'il faudra avoir dans votre volume ou à la fin de l'année. Ça, ce que j'aime de ces questions-là, tu as juste à trouver un contre-exemple puis tu as gagné. On te donne 20 minutes pour trouver un contre-exemple. C'est quand même cool, tu réfléchis un petit peu puis tu t'en sors bien. Donc, un contre-exemple, dans le raisonnement déductif, c'est vraiment important. Si par contre, on arrive et on dit « Ah, ça a l'air d'être vrai, je ne suis pas capable de trouver de contre-exemple », est-ce que le fait de donner beaucoup d'exemples, ça prouve que c'est toujours vrai? Non. Non. Même si tu trouves 1 million, 1 milliard d'exemples, ça veut juste dire ce que tu as essayé, ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai. Donc, comment on fait pour démontrer que quelque chose est toujours vrai? On va faire une démonstration. Démonstration, vous avez fait ça en première secondaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez les croix. On disait ce que je sais, puis affirmation, justification. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça fait 3 ans, là.
on va le refaire correctement. C'est le but du cours aujourd'hui. Donc, contre-exemple, ça ne fonctionne pas. Ça fait juste dire la conjecture est fausse. Ça rejette la conjecture. Maintenant, une démonstration. C'est pour prouver un énoncé. Un énoncé, ça pourrait être la conjecture devient, une fois prouvé, un théorème. Donc, un théorème, c'est quelque chose qui est vrai et qui est reconnu par l'ensemble de la population parce que ça a été démontré. Par exemple, le théorème de Pythagore. Tout le monde connaît ça. Est-ce que tu te souviens comment le démontrer? Non, mais est-ce que tu es capable de t'en servir? Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé quelque part en 3e, 4e secondaire que tu utilises le théorème de Pythagore et quelqu'un dit d'où ça sort ça? Non, c'est reconnu. Est-ce que ça va? Nous, tantôt, ce que je vous ai écrit au tableau, les 3 cas d'isométrie, CAC, CCC, ACA, bien, ce sont des théorèmes. À partir du moment que tu dis que deux triangles sont isométriques par CCC, c'est réglé. On le sait que c'est vrai. Un théorème, maintenant, c'est quoi? Bien, c'est une règle qui a été prouvée et qui est reconnue comme étant vraie. J'aurais envie d'écrire unanimement vrai, mais reconnu par la population. Énoncé. Reconnu. Peu importe, là, c'est toujours vrai. On ne peut pas remettre en question un théorème qui a déjà été prouvé. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un Anglais, Andrew Wiles, qui a fait une démonstration qui lui a pris 7 ans à démontrer. Puis l'équation, je ne comprends absolument rien de la démonstration. Le meilleur prof que j'ai eu à l'université comprend à peu près 10 % de la démonstration. Il y a une équipe de mathématiciens ensemble, ça leur a pris 1 an comprendre sa démonstration, puis il y a un bout qui n'était pas assez clair. Fait que Andrew Wiles, ça lui a pris 1 an de plus éclaircir ce petit bout-là. Fait qu'au total, ça a pris 8 ans à faire la démonstration. Puis la démonstration, je peux vous montrer c'est quoi le théorème. J'ai commencé par dire que je ne comprends absolument rien de ça. Ben, je suis capable de comprendre c'est quoi le théorème. Puis il est super accessible, vous allez tous le comprendre quand je vais l'expliquer. En fait, vous connaissez déjà le théorème de Pythagore? X carré plus Y carré est égal à Z carré ou A carré, puis on s'en fout des lettres, là. Ça va? Ça marche? Ça a été prouvé. Si on met exposant 1, on est capable de trouver des entiers pour que ça fonctionne. Ça va, par exemple, 1 plus 2 égale 3. Parfait? Si ici, je mets 2 au carré plus, pas 2, 3 au carré plus 4 au carré, ça donne 5 au carré. Ça va tout le monde? 9 plus 16, 25. Ou si j'essaie 5 au carré plus 12 au carré, ça donne 13 au carré. Je suis capable de trouver plein d'entiers qui fonctionnent avec le théorème de Pythagore. Il y en a une infinité de triplets pythagoriciens. Si par contre, j'utilise un autre exposant, au lieu de 1 ou 2, je prends n'importe quel exposant entier, il n'y a aucun chiffre entier qui va fonctionner ici. Jamais. Par exemple, si je choisis 3 comme exposant, je ne suis pas capable de mettre des entiers et que ça fonctionne. Est-ce que ça va? Ou si je mets 4, il n'y a aucun entier qui va faire que ça fonctionne, cette égalité-là. Peu importe l'entier que je mets ici, ça ne marchera jamais, l'égalité, sauf si c'est 1 ou 2. Ça va? Ça, c'est le théorème de Fermat, je me souviens bien. J'ai oublié son nom, puis là, ça va être enregistré. Est-ce que c'est Euler? Je pense que c'est Euler. Je ne suis pas très sûr. Mais il y a un mathématicien, quand il était jeune, il a
lu un livre de démonstration, puis il faisait, avec les théorèmes en fait, puis il faisait les démonstrations dans les marges. Puis à cette démonstration-là, il a fait « Je sais comment le faire, mais il n'y a pas assez de place dans la marge pour que je puisse la faire. » Puis il a continué à faire les autres démonstrations les pages suivantes. Puis ça fait comme plusieurs centaines d'années que cette personne a fait ça. Puis il n'y a aucun mathématicien qui a jamais été capable de prouver ça, d'aucune manière que ce soit. Puis la personne qui a réussi, c'était dans les années 90, ça lui a pris 8 ans à faire, c'est l'histoire que je vous racontais tantôt. Fait qu'on doute pas mal que l'autre n'a jamais été capable de la faire, ou si le fait qu'il était vraiment trop brillant pour son temps. Mais il aurait dû la faire ailleurs, la démonstration. C'est comme c'était vraiment exceptionnel comme démonstration. Puis, s'il y en a qui écoutent les Simpsons des fois, Homer Simpson, à un moment donné, il écoutait une cassette pour devenir intelligent. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là. Puis à un moment donné, il y avait des lunettes, là, il écrivait au tableau, puis il écrit quelque chose avec un autre. Je me souviens plus c'était quoi le chiffre, mais il y avait comme 3 gros chiffres, là. Puis il disait « Ah, j'ai trouvé ça. » Ça se peut pas. Okay? Mais si tu faisais le calcul, ça arrivait vraiment, vraiment proche. Là. C'est des entiers qui arrivaient proches, mais c'était impossible d'y arriver. C'était juste drôle. Puis ici, on ne savait pas comment le démontrer il y a peut-être 30 ans, ce théorème-là, mais avec les ordinateurs super puissants, on essayait des chiffres ici, sans arrêt. On essayait des chiffres, là, puis l'ordinateur, quand il allait trouver une bonne valeur, ça nous le disait que ça existait. On n'a jamais réussi à trouver une seule valeur. Mais est-ce que c'est parce que tu essaies des chiffres jusqu'à des milliards, puis ça ne marche jamais? Est-ce que ça veut dire que ça ne marche jamais? Non, ça veut juste dire que les chiffres que tu essayes ne fonctionnent pas. Tu ne peux jamais arriver à la fin. Là. Même si tu as un chiffre avec 1 milliard de zéros après, tu n'as pas encore fini d'essayer. Il reste encore des chiffres. Ça va, tu as un enfant de 5 ans, tu dis « tu as ajouté un zéro après, puis tu as d'autres chiffres. » Ben oui, tu as d'autres chiffres. Il y a toujours des chiffres. Ça ne peut pas faire le tour. C'est pour ça qu'il faut faire une démonstration. Oui? Ça veut dire que techniquement, ça ne sera pas vrai si on ne peut pas tout essayer. Ben, lui, il l'a démontré. Il a fait une démonstration en 8 ans que ça fonctionne. Je peux faire une démonstration assez simple. Je vous l'ai dit tantôt, un nombre au carré, quand on met ça au carré, ça donne un entier au carré. Lorsqu'on le met au carré, ça va donner... non, excusez, un nombre pair. Bon, je vais dire un nombre pair. Quand je le mets au carré, ça fait un nombre pair. Est-ce que ça va? Je l'ai dit tantôt. 4 au carré, 16, ça fait pair. 6 au carré, 36, ça fait pair. Même si j'essaie ça pendant une journée, ça va toujours donner pair. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours vrai? Non. Par contre, si on regarde ici, un nombre pair, c'est quoi? Là, je vais vous expliquer ce que je dis, là, ce que j'écris. N, c'est un entier. Un entier, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est n'importe quel entier. Ça va? Vous avez vu ça en première secondaire. Si je fais le double de n'importe quel entier, ça fait toujours un nombre pair. Est-ce que ça va? La définition d'un nombre pair, c'est qu'il se divise par 2 puis qu'il donne un entier. Il y en a qui me suivent? Si je mets 2n au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4n carré. Êtes-vous d'accord que 4n carré, c'est 2 fois 2n au carré? Un nombre au carré, ça fait un nombre. Un entier au carré, ça fait un entier. Un entier fois 2, ça fait un entier. Puis fois 2, ça fait un nombre pair. Ben, en fait, dès que tu fais fois 2, ça fait un nombre pair. Fait que comme ça ici, ça, c'est l'élément des... j'ai dit entier, mais c'est naturel. Là. Donc, 2 fois un naturel. Donc, j'ai 2 fois le truc qu'il y a ici qui va être... En fait, c'est un naturel. Ça va me donner un nombre entier. Donc, ici, je démontre que ça va toujours fonctionner. Est-ce que ça fait du sens? Je n'ai pas besoin de tout ceci. Je fais juste une démonstration. Mais si j'avais trouvé un contre-exemple, ça aurait démontré que ma conjecture est fausse puis que ça ne devient pas un théorème. Parfait? Vous avez l'air passionné. Donc ici, c'est les quelques nouveaux mots. On a conjecture, contre-exemple, démonstration, théorème. Donc là, je vais vous montrer un peu la structure d'une démonstration. Donc dans votre cahier de notes, en fait, normalement, si ça c'était une feuille, la feuille est séparée comme ceci. On va avoir des trucs écrits là. Ici, il va y avoir un dessin. Puis ici, ça va être affirmation. Ici, ça va être les justifications. Donc, je ne vous demande pas de prendre une page au complet, mais prenez peut-être le tiers ou la moitié d'une page. Puis, on va juste séparer en croix comme ceci. On va laisser autant de place. Donc, si ça, c'est votre page de notes de cours, ben, la partie d'en haut, on va juste la séparer comme ceci. Peut-être moitié-moitié ou à peu près. Donc, on a besoin à peu près de la moitié d'une page ou un petit peu moins. Donc, si ça, c'était ma page, je séparais ça ici comme ça et comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de faire des démonstrations comme ça. Je vais aller chercher un volume que j'ai à mon bureau tantôt, qui s'appelle « Les éléments d'Euclide ». Donc, c'est un livre de démonstration qui explique
en fait, plusieurs démonstrations qui découlent de plusieurs démonstrations, puis je vais vous en parler tantôt plus en détail. Ils n'utilisent pas du tout la même structure que nous. La structure qu'on utilise, je la trouve assez pertinente, très intéressante, super visuelle, mais si vous utilisez une autre structure, je ne peux pas vous pénaliser rendu à l'examen du ministère. Au ministère, je me demande d'accepter tout type de démonstration. L'important, c'est d'avoir toutes ces informations-là. Ici, ce qui est intéressant, c'est super bien structuré. On commence ici par hypothèse. Hypothèse, ce n'est pas comme les hypothèses en sciences. L'hypothèse, c'est quoi? En parenthèse, je vais écrire c'est quoi? C'est les informations qui sont vraies uniquement pour cette question-là. Cette démonstration. Dans l'hypothèse, des fois, il y en a juste une, des fois, il y en a plusieurs. Exemple d'hypothèse, la mesure du segment AB est égale à la mesure du segment BC. Il y a deux segments qui sont égaux dans une question. Est-ce que AB est toujours égal à BC dans toutes les questions de l'univers? Non. Mais on va pouvoir s'en servir comme justification pour cette question-ci. Donc, c'est vrai uniquement pour cette question-là. Comme hypothèse, je ne vais jamais écrire que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés. Ce n'est pas une hypothèse, c'est toujours vrai. C'est une démonstration qui a déjà été faite. C'est un théorème. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est juste une information précise à cette question-là. Puis, s'il y a une seule hypothèse, on l'écrit H1. Puis on va écrire l'hypothèse ici. Les vagues, c'est comme j'écrirais les informations. Ça va pour tout le monde? Si j'avais deux hypothèses, j'en écrirais deux, comme ceci. S'il y en a 3 ou 4, on écrit 3 ou 4. Écris les informations qu'il y a dans la question. Souvent, les informations sont données en texte. Par exemple, ces deux droites-là sont parallèles. Comme première hypothèse, on va écrire que les deux droites sont parallèles. Normalement, vous écrivez plus petit que moi, fait qu'il vous reste de la place, là. Il vous reste un peu de place en bas ici. Hypothèse, l'autre ligne, ça ne sera pas long, ça va être conclusion. Conclusion, c'est quoi? C'est ça vers quoi on veut conclure. C'est ce que l'on veut prouver. Moi, c'est H1 ici pour dire hypothèse 1, H2, hypothèse 2. Okay. S'il y en a 4, c'est H1, H2, H3, H4. Plus tard, on va pouvoir faire référence. Quand tu vas justifier tes affirmations, tu vas dire, voir H1, au lieu de les réécrire au complet. Tu n'es pas obligé de faire ça, comme j'ai dit. La méthode que je vous propose, la structure est vraiment belle. C'est plus facile pour vous pour retrouver les informations. Vous allez sauver l'écriture. Tu n'as pas besoin d'écrire les mêmes affaires 3-4 fois. Là, ça va plus vite comme ça. Donc, ce qu'on veut démontrer. Si je fais un parallèle avec la cour, la justice, la conclusion, mettons que tu veux démontrer que la personne est coupable. Ça va? Donc, ici, conclusion, démontrer que telle personne est coupable. Les hypothèses, ça va être c'est quoi les faits qui sont liés précisément à ce cas-là. Tu ne vas pas dire les énoncés de la loi. Si on n'a pas le droit de voler, mettons, c'est pas ça. Tu vas dire les faits. Cette personne-là était dans tel magasin à telle heure. Voici la pièce à conviction. Voici le film, la vidéosurveillance. Ça va? Donc, ici, les hypothèses, ça va être les particularités liées à la situation. On ne dira pas qu'on n'a pas le droit de voler dans la vie. Voler, c'est mal. C'est pas ça. Voici les faits. Après ça, quand on va affirmer, là, on va pouvoir justifier avec la loi. Dans ce cas-ci, nous, c'est les théorèmes. Donc, hypothèse, conclusion. Ici, c'est figure, l'image, un esquisse, un dessin. Là, je mets 2 triangles. C'est pas toujours des triangles. Le titre du chapitre, c'est triangle. Fait qu'évidemment, on va avoir beaucoup de triangles, mais des fois, il y a une figure. Des fois, c'est un parallélogramme qu'on va tracer. Souvent, la figure est déjà tracée. À l'examen, généralement, la figure est tracée, mais ça se peut que ce soit vous, à partir des informations données dans un texte, que vous ayez devoir tracer la figure. Peut-être t'asseoir mieux que ça va être meilleur pour ta posture. Oui, Marie-Belle. Si c'est une urgence, tu peux y aller. Si figure, il peut y avoir 1 ou 2 figures. Là. Votre examen de fin d'étape,
la compétence 1, la figure ne sera pas tracée. Il va y avoir un texte, par exemple, le triangle ABC est isocèle en A et en B. Est-ce que ça va? Tu traces un triangle isocèle en angle A et B. Fait que tu vas écrire avec des informations, tu vas les mettre dans le dessin. Oui? Il va y avoir du texte que tu vas écrire ici. Là. Je ne sais pas c'est quoi la première hypothèse. Là. Ici, on pourrait dire les deux segments sont parallèles. Je vais vous montrer plein de démonstrations tantôt. C'est les dessins. Puis, tu sais, des fois, tu vas écrire ABC. Mettons, tu écris ce que tu sais, mettons 5 cm. Ça va être une évidence, c'est ce que tu vas dessiner là plus tard. Là, le but de ça, c'est que vous compreniez c'est quoi la structure. Hypothèse en haut à gauche avec conclusion. À un moment donné, tu vas faire un dessin ici où il va déjà être fait. Dans la partie en bas à gauche, affirmation, qu'on va nommer A1 la première, A2 la deuxième affirmation, et ainsi de suite. Fait que s'il y a 8 affirmations, la dernière, ça va être A8. On peut mettre 3 petits points. Puis là, A, je ne sais pas quoi. Là. Indice N, là, on s'en fout. A, le chiffre de votre choix. Ça ici, c'est toujours la conclusion qu'on réécrit. En justice, c'est quoi la dernière chose que le juge va dire avant de donner le coup de marteau? Il va dire coupable ou non coupable. C'est toujours la dernière affirmation. C'est coupable, bang, terminé. Alors ça, tu ne peux plus parler, c'est fini. Puis pour chacune des affirmations, il va falloir faire une justification. On ne peut pas affirmer quoi que ce soit en mathématiques sans pouvoir le justifier. Lors du dernier cours, quand vous disiez quelque chose, je vous demandais pourquoi. Pourquoi? Bien, la seule manière d'avoir raison, c'est en me donnant une justification. Évidemment, les justifications, on va les appeler J1, bien, c'est la justification pour l'affirmation 1. J2, c'est la justification pour l'affirmation 2. Puis on va poursuivre comme ça. Donc, s'il y a 8 affirmations, il y a 8 justifications. Je vais vous montrer ça un peu pour les gens derrière. J'ai écrit AN pour JN, j'aurais pu écrire un autre chiffre, mais ça n'a pas d'importance. La dernière justification, peu importe c'est quoi, à la fin, on va mettre un carré pour dire que c'est la fin de la démonstration. Je vais vous montrer. Dans un cahier, vous vous souvenez des cahiers au primaire? Lorsqu'on écrivait, en fait, le F-I-N, j'imagine, comme ça, on met un point ici, à la fin de la phrase. Bien, en fin de démonstration, ce n'est pas un point, c'est un carré. Est-ce que vous faites ça? Non, vous ne faites pas ça. Donc, moi où j'étais, on le faisait. Puis, c'est universel. Est-ce que vous écrivez CQFD? Oui, c'est ce que j'allais dire. Souvent, les gens francophones vont écrire CQFD qui faisait ce qu'il fallait démontrer. Le problème, quand tu vas dans un établissement d'enseignement anglophone, bien, CQFD, ça n'a aucune espèce d'idée ce que ça veut dire. Tandis que le carré comme ça, c'est un langage universel qui veut dire voici la fin d'une démonstration. Donc, un point fin d'une phrase, carré fin d'une démonstration. À la fin de la dernière justification. À la fin ici, on va mettre voici, ça veut dire c'est la fin. Non, c'est juste coup de marteau, c'est ça que ça veut dire. Fait que le juge, il ne fait pas parler, puis à chaque fin de phrase, donne un coup. Là. Il cogne toc 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 quand il demande silence, mais sinon, c'est un grand coup pour dire on se lève et on s'en va. En fait, je ne me trompe pas, tout le monde se lève, le juge s'en va tout seul. Là. Parce que lui, il n'a pas à attendre. Fait que, ça ressemble un petit peu à ça. On fait une démonstration quand on voit que la conjecture ou l'hypothèse semble être vraie. On ne commence pas à faire une démonstration si tu penses que c'est faux. Si tu sais déjà qu'il y a un contre-exemple, tu n'essaies pas de faire une démonstration. C'est un peu aberrant parce que tu sais que c'est faux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais vous montrer sur le portail quelques démonstrations. En fait, j'ai pris des théorèmes de... Parfois, c'est le 4e ou 5e secondaire. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça se démontre tout avec des maths de 4e secondaire. Donc, ici, j'ai 12 hypothèses à démontrer, en fait. Dans le parallélogramme GHIJ, démontrer que les triangles GHI et IJG sont isométriques. Donc, on va tout simplement démontrer que les deux triangles ici sont isométriques. Puis
comment on fait pour démontrer ça? Bien, la première chose qu'on fait en haut à gauche, c'est donner les hypothèses. Donc, quelles informations on a qui sont particulières à cette question-ci? Moi, je vois 2 informations. Dire que c'est un parallélogramme, est-ce que GHIJ, c'est toujours un parallélogramme? Bien, dans ce cas-ci, oui, mais pas dans toutes les quadrilatères GHIJ. Donc, la première hypothèse, moi, j'écrirais GHIJ est un parallélogramme. Puis, après ça, on pourrait dire que ça, c'est un triangle, puis ça, c'est un triangle. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? C'est des choses qui sont vraies uniquement pour ça. Donc, un peu plus bas, moi, j'ai écrit des questions, mais Mme Serpina-Lessard avait fait à la main un peu tout. C'est scanné, ça arrive des fois qu'il y a des mots qu'on voit moins bien, là. Donc, GHIJ est un parallélogramme. Donc, ici, c'est un peu pâle. Puis, on a 2 triangles. Ça va? Donc, c'est pas vraiment dur. Tu lis la question, tu écris ce que tu vois là. La conclusion, c'est quoi? C'était quoi le but de la question? C'était de démontrer que les 2 triangles étaient isométriques. Donc, ici, blablabla, ça et ça sont isométriques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans la conclusion, on va écrire le triangle, lui, est isométrique au triangle ici. Le symbole d'isométrie, je vous l'avais montré au dernier cours, le égal avec la vague sur le dessus. Ça veut dire qu'ils ont toutes les mêmes mesures. Une fois que ça c'est fait, on va vouloir faire affirmation, justification. Vous n'allez pas prendre ça en note, là. Bon, avant, en fait, je vais vous demander de réfléchir. Là, vous voyez les 2 triangles qu'il y a là, je vais vous les agrandir. Hop. Les 2 triangles qu'il y a ici sont assez gros. Pourquoi ils seraient isométriques? Vous avez 3 choix, CAC, ACA ou CCC. Tu peux bien dire ce que tu veux, mais je vais te demander la question pourquoi. Donc, pourquoi ça serait CCC? Ou tu peux changer d'idée. Ça, c'est un peu simple pour toi, hein? Lequel tu utiliserais, toi? CCC. Je vais te demander de justifier dans un instant. Je vais laisser le temps aux autres de... Léa, as-tu une idée? OK. Tu serais capable de justifier? Oui, mais ma justification est comme pas trop claire, là. OK. Ben, y a-tu un des 3 côtés que tu es sûr de savoir comment justifier? Là, c'est la première fois qu'on fait une démonstration. Mais je sais pas, moi, je connais pas les théorèmes. Toi? C'est pas le deuxième, mais c'est le premier. Ouais. Je vais démontrer que ça, c'est isométrique à ça. Ok, ben, à cause des angles extérieurs. Les angles extérieurs, ça commence pas très bien. Non, mais OK. Là, imaginez-vous que vous êtes devant le juge, puis quelqu'un vous accuse d'être coupable de je ne sais pas trop quoi, puis là, tu te défends. OK? Tu peux pas, je sais, mais je ne sais pas comment dire. C'est fini. OK? Il faut que ça soit ça parce que c'est ça. Puis qu'il n'y a personne qui peut s'obstiner à toi. OK? Il faut que tu aies l'air convaincu, puis 2, il faut que tu dises des choses vraies. Puis moi, ma formation, c'est trouver toutes les erreurs, toutes les failles. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait un bon avocat? Il trouve les failles dans ce que l'autre dit, puis même si son client est coupable, il va sortir de là non coupable. Est-ce que ça va? C'est comme ça que ça fonctionne, un bon avocat, c'est ça son but, c'est de trouver toutes les failles. Je suis formé pour ça, moi. Fait qu'à chaque fois dans l'examen, vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, puis vous dites, ah, je vais écrire ça, le prof ne s'en rendra pas compte. Je m'en rends compte. C'est une évidence. OK? Vas-y. Premièrement, qu'est-ce que tu choisis, toi? CCC, ACA? CCC, vas-y. Les côtés opposés des parallélogrammes sont égales. On les mêmes mesures sont isométriques. Parfait. Donc, ça serait quoi ton affirmation? Parce que là, tu me dis un théorème, mais c'est quoi l'affirmation? Donc, le segment JI est égal au segment GH. Ça va? La même mesure, la mesure du segment ça. Donc, pourquoi? Parce que les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Très bien, je suis d'accord avec toi. Là, tu voulais dire celui-là aussi? Pourquoi? Voir J1. Est-ce que ça va? Si tu as déjà dit une justification, pas obligé de la réécrire. Je retourne voir ça pour la même raison. Là, on a ces 2 côtés-là sont isométriques, ces 2 côtés-là sont isométriques. Maintenant, pourquoi lui est égal avec lui? Parce que c'est le même. Comment on dit ça en géométrie? Un côté commun. Est-ce que ça va? Côté commun. Est-ce que tu utilisais ça aussi? Donc, des fois, il y a des trucs qu'on ne dira pas pareil, mais ça va vouloir dire la même chose. Donc, côté commun. Donc, maintenant, j'ai donné mes 3 affirmations. Ma dernière affirmation, c'est quoi? C'est toujours ma conclusion.
Donc, c'est le triangle GJI est isométrique au triangle GHI. Pourquoi? La justification? Par CCC. Oui, avec plaisir. Est-ce que ça va pour le CCC? J'imagine que c'était ça peut-être pas en mémoire, mais c'était ça? Bah, en fait, on n'utilisait pas la méthode de démonstration. Vas-y. On faisait soit des démonstrations par l'absurde, soit juste on écrivait un pavé pour montrer une information. OK. Par l'absurde, ça, nous, on ne le voit pas vraiment. On voit ça à l'université. D'ailleurs, il y a ouais, ils sont vraiment en avant. J'enseignais en sixième, ce que j'apprenais en sixième au primaire, l'équivalent de sixième année d'ici, ce que j'apprenais à l'université, en géométrie. Mon premier cours de géométrie à l'université, il y avait des maths là-dedans, c'est la même chose que l'équivalent du primaire. En géométrie, ils sont vraiment en avance sur nous. L'algèbre, ça veut rien pareil. À peu près. Qu'est-ce que tu me dis? En résolution de problèmes, on est loin en avant. On est parmi les meilleurs au monde. C'est pas une comparaison. On fait les tests en résolution de problèmes. Quand on fait les évaluations PISA, on est la 5e meilleure région au monde. Les 2 meilleures, c'est des régions en Chine. Puis la 3 et 4, je ne sais pas c'est où. Puis nous, on est la 5e, la province de Québec. On est vraiment solide pour la résolution de problèmes. Ça va pour le premier? Donc, il y avait d'autres manières de le faire. Il y a par CAC. Est-ce qu'il y en a qui voient par CAC comment on pourrait le faire? C'est quelle langue qu'on utiliserait avec le CAC? Le H et le J seraient les plus faciles selon moi. Pourquoi ces deux angles-ci sont isométriques? 90 degrés? Non, c'est clairement pas 90 degrés. Vous aviez... je vous demande de lire à chaque jour, à chaque devoir du moins, les pages 216, les 26 premiers théorèmes. Ça va? Ça, c'est vos justifications. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas rien justifier. Est-ce que ça va? Puis, je pense la 10e, c'était la somme des mesures des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. C'est quand même pas... La plupart sont assez évidents. Juste au début, je vous avais demandé de lire les propriétés des figures, des triangles, des quadrilatères, parce que ça va nous aider à justifier des choses. Pourquoi l'angle H est isométrique à l'angle J? Parce que les angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. C'est un fait, dans tous les parallélogrammes, les angles opposés sont isométriques. Il faut toutes les savoir, soit par cœur ou tu peux les dire dans tes mots. Mais dans angle opposé, tu pourrais dire les angles face à face. Tu peux dire dans tes mots, mais il reste que quand ils sont face à face ou opposés, ils ont la même mesure ou isométrique. Il y a des synonymes que tu peux utiliser, mais sinon, pas mal la même chose. Donc, ici, par CAC, nos deux triangles seraient isométriques. Est-ce qu'on peut le démontrer par ACA également? Oui. Probablement, je n'apprécie pas beaucoup ce type de réponse-là. C'est ce qui est coupable pour un probablement. Okay? Parle pas. ACA, ça va? Vas-y. La bisectrice, ce n'est pas une bisectrice. Non. L'angle ici va être plus grand que celui-ci. Ça va? Donc, j'ai une information. Utilisez la bisectrice. Merci beaucoup pour l'exemple, pour l'information. Moi, comment je peux vous démontrer une bisectrice, premièrement, c'est quoi? B2, sectrice, section, donc ça coupe un angle en deux. Okay? C'est deux sections égales. Par exemple, si tu prends un carré, une diagonale d'un carré, ça fait une bisectrice. Ça veut dire qu'on a 45-45. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bisectrice, il faudrait que tu saches c'est quoi une bisectrice. Oui, on est à l'école, on est là pour apprendre des choses. Ici, je vais vous montrer un contre-exemple. Est-ce que je peux juste ouvrir ça? Okay. Est-ce qu'un rectangle est un parallélogramme? Ben, si je suis capable de faire un rectangle, ça va aider, là. Est-ce que ça, c'est un parallélogramme? Si je vous dis que c'est un rectangle, j'annonce que oui, c'est un parallélogramme. Ça va? C'est quoi la définition d'un parallélogramme? Deux paires de côtés opposés parallèles. Est-ce que j'ai deux paires de côtés opposés?
parallèles dans un rectangle? Oui, clairement. Est-ce que la diagonale est une bisectrice? Ici, je pense que tu vois clairement que ce n'est pas une bisectrice. Pourquoi? Est-ce que j'ai 45 degrés ici et 45 degrés ici? Non, pas besoin de rapporteur d'angle. Okay? En fait, plus que le rectangle va être allongé, plus qu'on va voir que c'est clairement pas 45-45. Puis, parfois, quand vous faites des démonstrations, vous avez un rectangle, puis vous dites « Ah, cool, j'ai 45 degrés de chaque côté. » Puis là, moi, je fais « C'est clairement faux. » Puis là, donc, ta démonstration tombe à l'eau. Okay, ça ne fonctionne plus du tout. Puis là, des fois, l'exemple, oui, monsieur, c'est toujours vrai. Là, je te montre un contre-exemple, que c'est clairement faux, que je pourrais mettre 89 degrés ici, puis 1 degré ici, c'est juste que mon rectangle serait très, très long. Parfait pour tout le monde? Oui? Mais en même temps qu'un examen, tu prends ta première justification. Oui. Tu n'as vraiment pas de bouton de vérification. Est-ce que ça va être erreur d'écoute? Bien, en fait, ici, je vais corriger chacune de tes affirmations individuellement. C'est sûr que si tu pars avec une affirmation qui est fausse, puis après ça, tu utilises cette affirmation fausse-là pour démontrer ce que tu veux, bien, tout le reste, je ne peux pas le considérer parce que c'est faux. Exemple, il y a une figure super complexe, il faut que tu trouves l'angle qui est là-bas, puis je te donne l'angle ici, puis toi, avec ça, tu trouves des mesures que tu trouves, puis éventuellement, tu t'approches de la réponse. Si toi, tu dis, ah, je ne sais pas comment faire, mais mettons que lui vaut 10 degrés, ah, cool, j'avais un angle droit, donc l'angle qu'on cherche, c'est 80. Je fais comme, tu as une erreur, mais le reste découle, mais tu sais, oui, c'est moi qui corrige. À la fin, Oui. À la fin, c'est moi. l'examen du ministère? Oui, c'est moi qui corrige l'examen du ministère. Puis après que j'ai corrigé tous vos examens, dans la journée même que vous l'avez faite, moi je reste à l'école, je corrige jusqu'à temps que je finisse, on envoie toutes les copies d'examen au ministère, puis que le ministère vérifie les copies. Il repart pas dessus? Pas toutes, quelques copies. Parfois, il y a des classes complètes, mais parfois, c'est juste une copie par prof ou une par école. Ou on ne le sait pas. On ne sait jamais ça. La seule fois, c'est quand tu... Vous les envoyez toutes, puis c'est eux qui choisissent? C'est eux qui choisissent. Il faut toutes les profs corrigent les copies de leurs élèves. Puis au ministère, après, ils corrigent quelques copies. C'est des fois, mettons, nous, la moyenne est 90 toute l'année, puis le 30 au ministère, c'est comme, comment ça, c'est rendu 30? Puis là, ils vont vérifier, ou si ça fait le contraire, surtout quand c'est le contraire. Là. Puis les choix multiples, réponses courtes, c'est un ordinateur qui corrige. C'est un lecteur optique, vous coloriez des cercles, là. Vous mettez ça là-dedans, fait que c'est pas un humain qui corrige, là, c'est une machine. Fait que si les notes là-dedans sont complètement différentes des questions de développement, là, il y a une petite lumière qui allume quelque part et qui dit on va vérifier ces copies d'examen-là. Mais moi, je ne sais jamais quand je me fais vérifier, sauf si la vérification fait que ça va changer les notes. Là, je vais le savoir parce que les notes de mes élèves vont avoir changé. Fait qu'à date, je ne sais pas, je me suis déjà fait vérifier. Si oui, ça n'a pas changé, parce que je ne le sais pas. Fait que j'ai aucune idée. 35 de l'année, la moitié de ta compétence 2. C'est 50 de la compétence 2. 70 la moitié, ça donne ça. Donc, si je reviens ici, ma question tient toujours. ACA, comment on peut démontrer avec ACA? Oui? L'angle GI. G, je ne sais pas c'est lequel des deux, il faudrait que tu sois pris. Quoi? OK, l'angle complet ici. Donc, l'angle JGH. Est-ce que ça va pour la nomenclature des angles? Tu me dis qu'il est isométrique à l'angle JIH. Pourquoi? Les angles opposés sont isométriques. Très bien. Puis qu'est-ce que ça fait que ces deux angles-là soient égaux? OK, tu ne comprends pas bien ACA. Je vais te montrer. Toi, tu me dis que l'angle ici est pareil à l'angle d'ici, ce qui est tout à fait vrai. Lui est pareil à lui, on l'avait déjà prouvé, il n'y a aucun problème. Là, tu me dis par ACA. Okay? Je te rappelle que ACA, c'est pour démontrer qu'il y a deux triangles qui sont isométriques. Dans le triangle d'en haut, c'est quoi les angles que tu connais? Tu en connais juste un. Parce que lui, tu ne le connais pas. Puis lui non plus, tu ne le connais pas. Fait que ça ne fonctionne pas. Vous avez vu en première secondaire, vous pouvez démontrer que lui d'ici est isométrique à lui d'ici, ou lui d'ici est isométrique à lui d'ici. Ça, vous avez vu ça en première secondaire. Ouais, et presque. Lorsqu'une séquence coupe des droites parallèles, ça forme des angles alternes internes, alternes externes ou correspondants isométriques. Un des premiers théorèmes que vous avez vu, je me souviens bien, en première secondaire. Du moins, c'est un des premiers du livre. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ici, ce que je vais dire, comme tantôt, je pourrais dire, par exemple, que lui est isométrique à lui, parce que les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Je pourrais dire que lui, à la même mesure que lui, sont isométriques.
parce que c'est des angles posés dans un parallélogramme. Puis après ça, je pourrais dire que celui que j'ai nommé 3 barres est isométrique avec la 3 barres, parce que lorsqu'on a une séquence, dans ce cas-ci, IG ou GI, qui coupe deux droites qui sont parallèles, ça forme des angles alternes-internes, le 3 et le 1, isométriques. Donc, j'ai mon A, j'ai mon C, j'ai mon A. Par la suite, là, je vais dire que mes deux triangles sont isométriques par ACA. Je vais en terminer. Oui? Mais est-ce qu'un triangle isocèle a tout le temps les trois ou c'est pas la même chose? J'ai pas bien compris ta question. Ben, un triangle isocèle, Un triangle isocèle, oui. il peut soit avoir ceci, soit. Oui, il peut avoir n'importe quel. Ça. Est-ce qu'on va OK, je t'explique. Un seul triangle ne peut pas être isométrique avec... Il te faut deux triangles pour dire qu'ils sont isométriques. Maintenant que tu as deux triangles, ben, des fois, c'est juste par ACA, des fois juste CC, CCC ou des fois CAC. Ça va dépendre des situations. Dans ce cas-ci, il y avait beaucoup d'informations dans la question. Tu avais déjà un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est une figure qui est très, très bien connue. Fait qu'il y a plusieurs manières de le prouver. Fait que s'il y avait trois. À l'examen, il y a peut-être une ou deux manières, je ne me souviens pas, mais c'est rare que c'est les trois. Là. Sauf si les figures, on a beaucoup d'informations. Mais c'est une très, très bonne question. Puis à l'examen, par contre, je ne te demande pas de faire « Hey, fais-moi toutes les démonstrations possibles. » Non. C'est juste démontre-moi que ça, c'est isométrique. Ça fait du sens? Ici, si je regarde la démonstration, je vais juste ratisser ça. Donc, ici, Mme Lessard a proposé par CAC comme première méthode. Donc, vous avez les trois étapes, les trois affirmations, les trois justifications. Ici, moi, j'ajouterais A1, A2, A3. Ici, J1, J2, J3. La dernière, c'est toujours quoi? Ben, c'est la conclusion. Vous voulez démontrer que les deux étaient isométriques. Ça va? Donc, triangle, ça, isométrique ou triangle, ça. Ça fait du sens pour tout le monde? Il y avait aussi la méthode ACA. Puis nous, la première méthode que j'ai vue, c'est CCC. Puis je pense que c'est ça que vous avez dit la plupart. Fait que les trois méthodes étaient bonnes ici, il n'y a aucun problème. Il faut toujours justifier. Si je reviens aux démonstrations, je ne vais pas toutes les lire avec vous, mais regardez, vous en avez quand même plusieurs. Puis il y a des choses là-dedans, c'est clairement des maths de 5e secondaire. Puis même les gens d'Essen ne voient pas ces choses-là, c'est pour le programme TS. Je vous disais, monsieur, pourquoi on voit ça? Ça se démontre avec des triangles isométriques ou des triangles semblables. Fait en maths de 4 CST, vous avez toutes les connaissances nécessaires. Puis on pourrait vous poser ça comme question à la fin de l'année, il n'y a aucun problème. C'est vraiment le démontrer, c'est niveau 4e secondaire. Ces démonstrations-là et les corrigés sont tous sur le portail. Donc, je vous invite à les lire. La première fois que tu lis les démonstrations, là, tu ne sais même pas par où ça s'en va. Juste que tu lises pour voir comment ça se passe. Imagine-toi que le but, c'est de défendre quelqu'un dans un mois devant le juge, là, ou dans 3 semaines, en fait, 2 semaines même. Puis tu n'as jamais vu aucun film d'avocat puis de juge, tu n'as aucune idée comment ça marche. Là. Fait que ça serait bien, au début, juste lire les démonstrations. Donc, tu en choisis une là-dedans. Par exemple, celle-ci. Le numéro 2 et 3, c'est le même dessin. Fait qu'on lit ça tranquillement. Puis après quelques fois que tu vas les lire, tu vas commencer à voir comment ça fonctionne. Puis là, tu vas commencer à pouvoir les résoudre. Dans vos devoirs, vous avez des démonstrations à faire. Ce n'est pas terminé, il reste une phrase de note de cours à faire. Donc, il y a des démonstrations à faire, mais il y a plein de trous dedans. En fait, la démonstration, il manque 2 ou 3 phrases. Une affirmation, une justification, peut-être une hypothèse. Fait qu'on commence par remplir ça tranquillement. C'est très difficile de faire des démonstrations. Marie-Belle. C'est très difficile de faire des démonstrations. Ce n'est pas comme de la GEB. La GEB, tu peux commencer à résoudre une équation, tu veux écouter la télé pendant 1 heure, puis tu reviens, puis tu continues où tu étais rendu, il n'y a aucun problème. Une démonstration, c'est pas mal plus compliqué. Surtout que nous, on n'en a pas fait beaucoup dans notre vie. Tu ne peux pas faire 2-3 étapes, puis arrêter là, puis partir. Quasiment, tu leur lises, puis tu recommences la démonstration complète. Ça va? Ta question? Oui, le 29. Pour l'examen du 29, ça va être chapitre 1, 2 et 3 ensemble. Ça va? Puis comme l'examen est assez rapide après Noël, je vais vous permettre d'avoir une demi-feuille de notes. Recto verso, c'est comme une page, mais je ne veux pas gérer une page, regardez. Fait que vous allez pouvoir écrire ça. Je vais vous donner une feuille, une demi-feuille d'une couleur, comme les autres fins d'année. Vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez là-dessus. Par exemple, les théorèmes. Ça va? Mais l'examen comporte toute la matière qu'on a vue depuis le début de l'année. Fait qu'il pourra avoir un point de partage là, le 29. C'est l'examen de fin d'étape, le 29. Fait que l'examen de Noël,
ben, je vais choisir des questions là-dedans. Il va y avoir 6 choix multiples, 4 réponses courtes, un peu comme l'examen de Noël, mais au lieu d'en avoir 16, il va en avoir 10 au total. Là. Fait que c'est là-dessus que vous êtes capable d'aller chercher beaucoup de points. Il va y avoir une compétence 1. On va faire une pratique de compétence 1 très, très similaire, vraiment trop pareil, là, un peu comme la première étape. Là. Fait qu'il va peut-être avoir 5-6 personnes qui vont avoir 100 dans la classe parce que c'est trop pareil. Puis après ça, il va y avoir 2 petites questions de développement. Questions avec une page de démarche. L'examen devrait durer une demi-heure, 1h30, 1h45. Normalement, vous devriez avoir le temps de finir, mais on vous laisse 2h45 quand même. Là. Puis, je vous le dis, là, si jamais vous manquez de temps rendu là, on n'arrachera pas les copies. Je vais venir vous chercher dans la classe, puis on ira ailleurs. Il ne faut pas que cet examen-là, si tu es prêt, tu es bon. Point de partage, là, si tu sais c'est quoi, tu le sais. Même si tu restes 5 heures de plus, tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Fait que normalement, le temps, c'est vraiment pas un problème. Mais si jamais vous êtes stressé, prenez votre temps et vous allez avoir du temps en masse. Et juste voir, êtes-vous capable de faire ce que je vous demande de faire. Fait qu'on va faire une pratique là-dessus. J'ai placé sur le portail également un document qui s'appelle version 2 de l'examen de Noël. Fait que ceux qui ont dit, monsieur, je comprenais tout, puis j'ai eu 10 % de l'examen de Noël, comment ça? Bien, va le refaire. J'ai placé aussi un document c'est l'examen de Noël. J'ai écrit d'où proviennent chacune des questions. Fait que dans le livre, c'était les mêmes questions, ou des fois, j'ai juste changé un chiffre. Fait que tu peux comme refaire 2 autres fois l'examen de Noël, si ça te tente. Moi, je ferais ça, si j'étais vous, comme révision. Après ça, je vous ai fait un guide d'études aussi. Voici les concepts importants pour l'examen d'étape. Juste pour être sûr que vous n'oubliez pas, avec un numéro pour chacun des concepts dans le volume. C'est tout sur le portail. Je pourrais vous le montrer tantôt. Mais si tu fouilles un peu dans Vision 3, là, guide d'études, Vision 1, 2, 3, c'est pas mal ça. Là. On fait une pratique, on fait un retour. C'est comme d'habitude, là, les élèves qui travaillent bien, ils n'arriveraient pas à l'examen, ils disent j'ai jamais vu ça. Ça va être identique. Ceci étant dit, il me reste une chose à écrire dans vos notes de cours. Ça va être comment différencier une hypothèse d'une conclusion dans une phrase. Vous allez, c'est comme une nouvelle partie, on va en blanc, ça va être mieux. Si hypothèse, alors conclusion. Ça va? Écrivez ça, vous allez comprendre après ce que je veux dire. Ouais, c'est juste une phrase, c'est fini. Là. Après, on va faire 2-3 exemples dans le volume, puis ça va être. Vous allez comprendre ça. Normalement, les élèves ne font pas d'erreur. C'est bon en masse. On a perdu un peu de temps au début, on a jasé de 1000 affaires. Donc, si nous avons un triangle rectangle, alors la somme des carrés des cathètes est égale à l'hypoténuse au carré. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Si on a un triangle rectangle, alors A carré plus B carré égale C carré. Si c'est l'hypothèse, ça veut dire qu'on sait qu'on a un triangle rectangle. Si on a un triangle rectangle, alors Pythagore s'applique. Ça va? Si je fais le contraire, je fais la réciproque du théorème. Donc, si A carré plus B carré égale C carré, alors on a un triangle rectangle. Ça, c'est dans votre question 2 du dernier devoir. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y avait un triangle 3, 4, 5. Est-ce que c'est un triangle rectangle? Bien, tu calcules 3 au carré plus 4 au carré. Est-ce que ça donne 5 au carré? Oui. Cool. Triangle rectangle. Donc, si ce qu'on écrit là, c'est toujours l'hypothèse, on utilise ça. Si tu as volé mon ordinateur, alors tu es coupable. Ça fait du sens? Tu ne peux pas dire il est coupable. Non, c'est s'il a volé, il est coupable. Si on regarde dans le volume, vous allez avoir dans votre devoir quelques numéros à faire comme ça. Si les diagonales d'un quadrilatère sont isométriques, alors le quadrilatère est un rectangle. Donc, c'est quoi l'hypothèse? Bien, ici, on dit les diagonales d'un quadrilatère sont isométriques. Si les diagonales sont isométriques, alors on a un rectangle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Conclusion, c'est un rectangle. Si l'hypothèse. Ça va, toi? Des fois, il n'est pas écrit si alors, mais on le voit clairement. Un triangle isocèle dont un angle mesure 40 degrés est obtusangle. C'est quoi l'hypothèse? Je répète, un triangle isocèle dont un angle mesure 40 degrés. Ça, c'est l'hypothèse. C'est information vraie. Alors, il est obtusangle. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ou si un polygone est un carré, alors ses angles sont droits. Ça va pour l'hypothèse puis la conclusion?
Donc, il y a une question, c'est juste d'écrire ce qui vient après le si, c'est l'hypothèse, après le alors, c'est la conclusion. Puis la question 4, on veut voir si les conjectures suivantes sont vraies ou fausses. Bien, si sont fausses, on donne un contre-exemple. Ça va? Je vais vous donner un exemple de contre-exemple. Si ça sonne, je vais juste le terminer, ça sera vraiment pas long. Numéro 4B. On dit un triangle isocèle dont un angle mesure 40 degrés obtus angle. Donc, si j'ai un triangle isocèle, ça va isocèle? C'est la même chose qu'iso-angle. Si j'ai deux angles de 40 degrés, il reste combien de degrés pour l'autre? 100, merci. Est-ce que c'est un triangle obtus-angle, ça? Obtus. Plus que 90 degrés en angle. Oui, il y a 100. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est toujours vrai maintenant qu'il y a un triangle? Est-ce que tous les triangles isocèles, avec au moins un angle à 40 degrés, sont obtus-angles? Est-ce que ça va? Triangle isocèle? Si je mets le 40 degrés ici, il me reste combien pour chacun des angles? Il va me rester 140. Puis comme c'est isocèle, ça veut dire que c'est 70, 70. Est-ce que ce triangle-ci est obtus-angle? Non, il est acute-angle. Donc, à la conjecture qui disait que un triangle isocèle dont un angle mesure 40 degrés est obtus-angle, ben c'est faux. Puis voici le contre-exemple, le petit dessin à droite. Donc, vous allez avoir 7 conjectures à voir si sont vraies ou fausses, plus quelques numéros. Je vous rappelle, sur le portail, vous avez tous les devoirs jusqu'à la fin de l'année. Ils sont déjà inscrits là. Le prochain cours, c'est une période de travail en classe. Vous devez tout de même avoir travaillé à la maison. Le prochain cours ne sera pas suffisamment long pour faire tous les numéros. Okay? Ça prend à peu près 1h30 à 2 heures faire tous les numéros du chapitre. C'est séparé en un cours plus 2 devoirs. Donc, c'est votre responsabilité de le faire.